Madame, Monsieur, bonsoir. Intelligence économique au menu de questions éco ce soir. Ou comment les réalisations du Maroc ces 2 dernières décennies impacteraient ses projets futurs. Infrastructure, industrie, développement durable, régionalisation avancée ou couverture sociale généralisée. Comment les projets conçus par le souverain ont changé le Maroc et comment cette même vision unique trace-t-elle l'avenir du pays. Analyse en profondeur ce soir en compagnie d'Henri Louis Védier, économiste, professeur émérite au groupe HEC Paris et senior fellow du Policy Center for the New South, également auteur de plusieurs ouvrages sur le Maroc, dont le dernier paru en mars dernier intitulé Le développement des provinces du Sud 1999-2019. Bienvenue à toutes et à tous. Et avant d'établir le contact avec notre invité ce soir, je vous laisse avec Ala Benani qui plante le décor et rappelle en chiffres les principaux symboles du renouveau économique du Maroc. Un enchaînement de projets économiques unis par une vision royale unique. Pour ne citer que ces projets phares, d'abord le port de Tangemed, symbole du renouveau économique du Maroc, cette plateforme industrielle mondiale est devenue en quelques années seulement le plus grand port commercial d'Afrique, avec une capacité de traitement pouvant atteindre les 9 millions de conteneurs, 3,7 millions de passagers, 700 000 camions et l'export d'1 million de véhicules. Dans le chapitre énergie renouvelable, le complexe Nour Ouarzazate a été le premier projet solaire élaboré dans le cadre de la stratégie énergétique marocaine qui vise à porter la part des énergies renouvelables dans le mix électrique national à plus de 52% à l'horizon 2030. Ce grandissime complexe connaît à ce jour 4 centrales lancées entre 2016 et 2018. Étendues sur plus de 3000 hectares, chaque centrale utilise des technologies différentes, à savoir le miroir cylindro-parabolique, la centrale solaire à tour et la centrale photovoltaïque. La puissance installée du complexe est de 580 MW. Dans la logistique routière, la Société nationale des autoroutes du Maroc, ADM, a depuis sa création investi un peu plus de 55 milliards de dirhams pour la réalisation d'un réseau autoroutier de 1800 km, plaçant le Maroc en première position au Maghreb et en deuxième position sur le continent africain. Par ailleurs, l'investissement de l'État dans le secteur des infrastructures routières devrait encore se consolider annuellement de 7 milliards de dirhams, avec un investissement de 28 milliards de dirhams attendu cette année-là. Sur le plan ferroviaire, la plus grande réalisation est le lancement en novembre 2018 du train à grande vitesse Al-Bouraq. D'après les chiffres officiels de l'ONCF, entre janvier et mars 2020, pas moins de 8,8 millions de clients ont choisi le train Al-Bouraq pour leur déplacement. À la même période, le nombre de clients ont augmenté de 28% en comparaison avec l'année précédente et les trains ont affiché près de 98% de régularité. Côté industrie, 2 secteurs se sont démarqués, aéronautique et automobile. Effectivement, le secteur aéronautique a su attirer en 20 ans les plus gros motoristes et équipementiers mondiaux tels que Safran, Thales ou encore Bombardier. Avec 20% de croissance par an, les 142 entreprises installées dans le royaume ont généré 1,9 milliard de dollars de chiffre d'affaires en 2019 et employé avant la crise sanitaire 17 500 personnes. Côté industrie auto et d'après le think tank Policy Center for the New South, d'ici 2023, la capacité de production automobile du Maroc passera à minima à 700 000 véhicules par an, 200 000 véhicules dans l'usine de PSA Kenitra, 340 000 dans l'usine de Renault Tanger et 160 000 au niveau de l'usine Somaca de Casablanca. Enfin, et bien que l'agriculture reste le pilier de la croissance marocaine, le plan Maroc vert a accéléré l'industrialisation du secteur agricole. D'ailleurs, sur les 12 plans agricoles régionaux qui ont été déclinés, 63 milliards de dirhams d'investissement privé ont pu être générés. Et avec nous depuis Cherbourg en France, Henri Louis Védier, économiste, professeur émérite au groupe HEC Paris et senior fellow au Policy Center for the New South. Bonsoir Henri Louis Védier. Bonsoir. Alors vous connaissez bien le Maroc. Quels sont selon vous allez, arrêtons-les à 3, ce chiffre 3. Quels sont les 3 choix décisifs qui ont changé la trajectoire du royaume et ont réussi à le placer dans l'échiquier économique mondial? Moi, je dirais que le choix numéro 1, c'est le choix des énergies renouvelables. Le choix numéro 2, c'est Tangemed. Enfin, Tangemed est le choix des énergies renouvelables. Incontestablement, c'est 1 et 2 ou 2 et 1.
Oui. Et ensuite, bien sûr, je pense que le choix d'un TGV est aussi à très grande vitesse, est un choix, disons, qui porte un message. C'est-à-dire que le Maroc se met à la modernité des plus grands pays. Et donc, oui, je crois que ces trois éléments-là constituent des éléments incontestablement à prioriser. Très bien. Donc nous sommes bien sûr le monde entier en train de traverser l'une des pires crises sanitaires, la Covid-19. Selon vous, donc le Maroc aujourd'hui a vacciné près d'1,5 million de personnes. Quelle, en tout cas, cette donnée-là, elle est révélatrice de quoi selon vous exactement? Bon, le Covid-19, j'avais d'ailleurs écrit un papier sur ce point, c'est un révélateur de crise et, disons, non, un accélérateur de crise et un révélateur d'insuffisance, hein. Et c'est vrai pour le Maroc, c'est vrai pour la France, c'est vrai pour la plupart des économies, qu'elles soient très développées ou moins développées. D'abord, accélérateur de crise, oui, tous les pays qui étaient en difficulté ont vu ces difficultés s'accroître suite à la Covid-19, mais surtout, moi, l'important, c'est révélateur d'insuffisance. Nous, Mhm. nous l'avons vu en France. Notre système médical qu'on croyait le plus performant est quand même aujourd'hui, disons, assez critiqué. En particulier, le fait qu'un groupe comme Sanofi ou Institut Pasteur, qui étaient des leaders mondiaux, n'ait pas été capable de trouver un vaccin. J'ajouterais d'ailleurs que cette critique-là, il faut la relativiser parce que la recherche fondamentale n'est jamais garante de succès. La recherche pure non plus. Donc, il faut toujours être relatif par rapport à ces critiques. Mais incontestablement, la Covid-19 a montré les forces et faiblesses de chacune de ces économies. Oui, et surtout, cette crise Covid-19 a poussé les plus grandes puissances mondiales eh bien, à réfléchir sur leur plan d'investissement multisectoriel. Selon vous, quel impact des stratégies sectorielles menées au Maroc ces 20 dernières années, un peu plus de 20 années, et comment pourrait-elle évoluer justement après cette crise Covid-19? Bien évidemment, le Maroc est un exemple tout à fait remarquable des fameux grands projets, projets dans le tourisme, projets dans l'agriculture, projets dans la pêche, Mhm. projets dans l'industrie automobile, etc., projets dans les nouveaux métiers du Maroc. Tout cela, c'est un ensemble tout à fait cohérent euh, qui se déroule entre 2000 et 2019. Donc, oui, ça c'est extrêmement important à rappeler. Alors, est-ce que la Covid-19 modifie ces projets? Non. Et révèle bien sûr les forces de certains, mais disons, les quelques faiblesses relatives d'autres. Moi, je Mhm. pense par exemple au programme touristique que je trouvais d'ailleurs assez remarquable. Eh bien, il faut reconnaître que le tourisme doit être repensé autrement suite à la Covid-19. Bien sûr qu'il y aura toujours du tourisme, mais sans doute au moins pendant quelques années, ne se fera-t-il pas selon la même logique que le transport aérien, qui était aussi une des bases du développement touristique au Maroc, sera repensé. Mais j'ajouterais que si je prends toujours le tourisme, le Maroc a développé parallèlement un tourisme destiné aux Marocains dans le plan Mhm. Biladi. Et je trouve que ça aussi, c'était tout à fait révélateur d'une vision globale de Boavitsis, à savoir une vision qui concerne bien sûr les activités à l'extérieur, mais aussi qui concerne à l'intérieur, améliorer, disons, les possibilités d'accès des Marocains au Maroc. Oui, alors, on était en train de voir ces images, n'est-ce pas, de l'industrie automobile. Et aujourd'hui, l'Europe se positionne, tout comme le Maroc, et s'engage en faveur du développement durable et notamment, en l'occurrence, la baisse des émissions de gaz carbone. Quel est justement le positionnement du Maroc dans cet avenir vert de l'industrie automobile? Bien, le Maroc est un des leaders en Afrique de l'intégration de ce qu'on appelle, disons, le développement vert ou le développement durable. Mhm. Et je crois que c'est aussi là un choix courageux, parce que je rappelle quand même que c'est pas l'Afrique et c'est pas le Maroc qui pollue le plus au monde.
qu'on a demandé des efforts aux pays africains qui, à mon avis, sont disproportionnés par rapport, disons, à ce qu'ils polluent, et que les plus grands pollueurs donnent des ordres. Je pense à la Chine, je pense aux États-Unis, euh, et qui me choque quand on demande à l'Afrique d'imposer quasiment les mêmes règles en objectif sur le développement durable et le développement vert. Mhm. Alors concernant le Maroc, bien, les énergies renouvelables sont un exemple type d'un choix qui s'inscrit dans le développement vert et dans le développement durable. Je sais aussi que, par exemple, sur la filière automobile dont vous parlez, et bon, j'ai consacré une note sur la filière automobile, disons récemment, aux policy centers marocaines. C'est effectivement un objectif, ça a été rappelé dans la présentation, où atteindre 700 000 véhicules année est quelque chose d'assez exceptionnel. Mais j'ajouterais que aussi dans le cadre de cette politique automobile, il faut souligner aussi l'installation à Casa et Tanger d'un constructeur, disons, chinois dans le secteur des automobiles électriques. Donc le Maroc est en train d'élargir sa gamme et prenant une option qui est pareille, pas un choix facile, car les automobiles électriques ne sont pas celles nécessairement adaptées aux pays intermédiaires, Mhm. car ils coûtent cher. Et Mhm. donc, je crois que tout ça va dans le même sens. Moi, ce qui me frappe dans la stratégie royale, c'est une continuité remarquable, n'hésitant pas à prendre des risques, entre guillemets, pour préparer l'avenir. C'était pas évident de faire le choix du renouvelable, des énergies renouvelables il y a 20 ans, hein, quand le pétrole, non, il y a, oui, 20 ans, 15 ans, lorsque le pétrole était au plus bas. Ce n'est pas nécessairement si simple que ça de parler du modèle électrique aujourd'hui, car on sait que c'est un modèle attendu, certes, mais où beaucoup d'options restent en suspens. On ne sait pas s'il faudra privilégier le modèle de type Tesla ou le modèle de type chinois avec des piles. Donc tout ça va dans le même sens. Il y a un élément très important, celui qui est relatif bien sûr à l'humain. Quid de l'emploi justement? Euh, il est indéniable que ces plans, et notamment ce plan d'accélération industrielle, a littéralement boosté l'emploi, l'employabilité notamment des jeunes Marocains. Mais quid justement de la qualité de ces emplois compte tenu de ces nouvelles technologies? Donc à savoir, c'est une main-d'œuvre aujourd'hui qui n'est non seulement compétitive, mais aussi bien formés pour répondre à ces besoins technologiques, que ce soit en énergie renouvelable ou en voiture ou véhicules verts. Alors moi, pour répondre à votre question, je ferai état de deux commentaires. Le premier, c'est celui d'un commentaire et d'un constat. Le premier, c'est le commentaire qu'a fait Carlos Ghosn lorsqu'il a mis en place à Tangemed le développement d'une filière intégrale automobile pour la première fois, avec un objectif très précis de 400 000 véhicules année. Carlos Ghosn a fait part, il y avait un taux d'intégration Mhm. qui était fixé, qui était 60%. Et il a été atteint plus vite que prévu, premier point, ce qui prouve que la qualité de la main-d'œuvre, disons, marocaine était au rendez-vous. Mhm. Deuxièmement, je rappellerai, deuxième point, que dans le cadre de Tangemet toujours, eh bien, et ça c'est un élément très important qui peut se dépliquer ailleurs, c'est on s'installe, mais on met en place un centre de formation, c'était le centre de formation Renault. Ça va être aussi le centre de formation Peugeot, qui permet justement à la jeunesse marocaine de s'adapter. Et comme l'a rappelé comment Carlos Ghosn, il avait une qualité de main-d'œuvre qu'il n'avait pas trouvée dans les pays d'Europe centrale. Donc oui, c'est quand même quelque chose de tout à fait remarquable, il faut le souligner. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes d'emploi sont solutionnés, mais ça veut dire quand même que, bien évidemment, on améliore considérablement la qualité de l'offre de main-d'œuvre marocaine. Ça, c'est ce que je voulais souligner en premier point. Le deuxièmement, il y a aussi un autre constat, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes Marocains qui ont fait leurs études dans les plus grands établissements en Europe et en France en particulier, compris dans mon école HEC, eh bien, qui reviennent ou qui restent au pays, ce qui montre qu'ils ont une volonté de participer au développement de leur
pays et qui montrent aussi que leur savoir-faire va bénéficier à l'économie du pays. Vous avez évoqué ce projet de Tangemed, bien sûr, l'infrastructure aujourd'hui, la base, n'est-ce pas, vers les investissements. Vous avez été l'auteur de cet ouvrage sur le développement des provinces du Sud. Comment, selon vous, ce projet du port de Tanger, ou plutôt, pardon, de Dakhla Atlantique, va également, n'est-ce pas, participer à drainer beaucoup plus d'investissements, notamment vers ces provinces du Sud? Et si on devait parler de développement des provinces du Sud après 2019, sur la base de l'ouvrage que vous avez écrit? Oui, alors, d'abord, j'étais surpris dans le tour d'horizon que vous avez fait que vous n'ayez pas souligné la pêche. On a parlé de l'agriculture, mais la pêche, c'est aussi un point fort de l'économie marocaine. Et c'est, entre autres, dans les provinces du Sud, considérablement modernisé. Hein. On a mis en place des criers, hein, on a mis en place, disons, des choix, des critères qualitatifs et quantitatifs dans les prises. On a adapté les règles de pêche marocaines aux contraintes européennes. C'est déjà un premier constat. Mmh. Concernant Dakhla, je pense que Dakhla, bien évidemment, on dit aussi ce sera le second Tangemed, hein, le Tangemed du Sud. Et je crois que c'est un choix tout à fait aussi révélateur et pertinent. Je rappellerai qu'on a fait le choix non plus d'une pêche basée sur les volumes, mais d'une pêche basée au contraire sur la qualité des prises. Et donc ce choix-là, il se révèle déjà aujourd'hui très positif. J'ajouterai qu'il y a une décision récente qui est liée à la reconnaissance, disons, à l'ouverture de liens entre Israël et le Maroc. Il ne faut pas oublier que normalement, dans la promesse de Trump, si j'ai compris, il y avait, et je pense qu'ils y sont, 2 à 3 milliards de dollars qui doivent être investis sur Dakhla et dans les provinces du Sud. Absolument. Donc ça aussi, c'est très important. Parce que 3 milliards de dollars sur les provinces du Sud, ça fait plus de 30 milliards de dirhams pour ramener à l'échelle marocaine. Et ce sont des éléments qui témoignent, bien évidemment, de l'attrait de Dakhla. Et bien évidemment aussi, on a abandonné la filière du poisson, uniquement, par exemple, de la sardine. Bien, on a développé les conserveries de sardines. On sait très bien que la valeur ajoutée dans la pêche, c'est la transformation. C'est pas seulement la vente à l'état brut du produit. Donc oui, vous me parlez d'Dakhla, mais je crois qu'il ne faut pas oublier Dakhloun et qu'il ne faut pas oublier Boujdour. Hein, dans la filière de la pêche, le premier né, je dirais, c'est l'Ayoun, le second, c'est Boujdour, et le troisième sera Dakhla. Donc 3 pôles très importants, répartis sur les côtes des provinces du Sud, qui garantissent, j'en suis sûr, un succès. Et notamment l'énergie renouvelable également, Henri-Louis Védier, justement, parce que il y a beaucoup de projets d'investissement dans l'énergie renouvelable dans ces provinces du Sud marocain. Ah ben, tout à fait. Bon, les provinces du Sud marocain ont privilégié principalement l'éolien et le solaire. Par exemple, moi qui ai été assez souvent en Tarfaya, je peux témoigner que la réserve éolienne est très importante, hein, et que le soleil est bien sûr présent partout. Donc là aussi, on aura une capacité de production d'énergie renouvelable plus importante dans le sud que dans le nord, premier point. Deuxième point, on pourra vendre à partir justement de ce qui va être produit en énergie verte dans les provinces du Sud. Une partie sera exportée vers l'Europe, qui en a besoin pour des critères, disons, d'Europe verte. Et donc, oui, ça c'est un point très important. Et surtout sur un autre aspect qu'on n'a pas souligné, mais qu'il faut souligner, ça va permettre de résoudre, certes, le problème des énergies, mais aussi un problème qu'il ne faut jamais oublier, qui est le problème de l'eau. Et dans les provinces du Sud, eh bien, la désalinisation et bien sûr
a fait ses preuves, mais elle avait un inconvénient majeur. Elle était forte consommatrice d'énergie carbone. Et donc, on a aujourd'hui inversé la tendance et on a, bien sûr, disons, en inversant la tendance, donné une priorité à l'énergie verte. Donc, à l'énergie, oui, à l'énergie verte. Donc, dans ce qui se passe dans les provinces du Sud, et en particulier autour de Dakhla, eh bien, ce n'est que, disons, l'expression de ce qu'on peut vérifier sur l'ensemble des provinces du Sud. Et je m'arrêterai encore une fois sur l'agriculture et je voudrais m'arrêter avec vous sur cet engagement du Maroc vers l'Afrique notamment et sur cette question vitale qui est la sécurité alimentaire dans le continent. Alors, quel est le rôle aujourd'hui du Maroc pour rassurer cette sécurité alimentaire en Afrique, ou pour assurer en tout cas? Ben, bien évidemment, ça passe par le groupe OCP, à savoir Africa Fertiliseur, qui va développer et qui développe déjà, disons, des pôles d'intervention, je crois, dans 8 pays en Afrique. En ayant choisi les 2 plus peuplés, à savoir le Nigeria et l'Éthiopie. Et donc, il y a effectivement une chance pour l'Afrique, c'est la volonté du Maroc, via son gérant industriel, groupe OCP, de donner priorité, disons, aux pays africains avec un savoir-faire. Par exemple, celui d'adapter des engrais à la culture des sols africains, aux sols africains, à leur culture. Je prendrai par exemple le cacao, qui bénéficie à 2 pays, un anglophone, le Ghana, un francophone, bien sûr la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Il y a des programmes d'intervention en Guinée, il y a des programmes d'intervention, je dirais, avec un programme aussi très important, avec le Nigeria, avec la construction d'un complexe, disons, énergétique, non pas énergétique, si, énergétique certes, mais d'abord d'un gros complexe de fabrication d'engrais au Nigeria, utilisant le gaz nigérien et utilisant le phosphate marocain. Donc oui, effectivement, il faut savoir que l'Afrique souffrait d'un handicap considérable. C'est la faiblesse des terres arabes par rapport aux besoins des populations. Cette faiblesse des terres arabes, elle va être amplifiée compte tenu qu'on a un chiffre dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est aussi très important, c'est que la population africaine va doubler d'ici 2050. Je dis bien va doubler. On a une marge d'erreur de 5 à 10%. Les démographes ne se trompent pas sur l'écart d'une génération. Et donc, en doublant la population, en ayant la même surface de terres arabes déjà insuffisante, la seule réponse pour satisfaire la sécurité alimentaire passe par l'amélioration de la productivité des terres et par l'enrichissement à la base d'engrais. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et le Maroc est leader en Afrique, et pas seulement en Afrique, mais la question est sur l'Afrique, eh bien, est leader en Afrique. Très bien. Merci beaucoup Henri-Louis Védier, économiste, professeur émérite au groupe HEC Paris, également senior fellow au Policy Center for the New South, d'avoir répondu aux questions de Médian TV. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci de m'avoir permis d'exprimer, disons, une réalité. Le Maroc mérite qu'on le rappelle. Merci. On ne le rappellera jamais assez. Au revoir. Au revoir. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, c'est la fin de Question Éco, mais vous pouvez toujours retrouver ce numéro sur votre application Média News. Si vous ne l'avez toujours pas téléchargé, faites-le parce que c'est l'endroit où vous trouverez ces analyses, mais aussi toutes les actualités dans le monde, au Maroc bien sûr, et dans le continent. C'est sur Média News. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée.